20 ans de mariage, et un secret que personne ne soupçonnait. Ce soir-là, dans un hôtel de Francfort, une phrase murmurée en allemand allait tout changer. Cette histoire est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles ne serait que pure coïncidence. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette histoire de résilience, d'amour et de dignité retrouvée. Manon sentit le froid du carrelage remonter le long de ses jambes nues, avant même d'ouvrir complètement les yeux, ce mardi matin à Francfort, dans cette chambre d'hôtel dont les rideaux trop épais ne laissaient filtrer qu'une lumière grise et indécise. Depuis 3 semaines, ce vertige matinal s'était installé comme une habitude qu'elle n'osait pas nommer, une lourdeur dans les jambes et un goût métallique sur la langue qu'elle attribuait, faute de mieux, aux insomnies accumulées et au stress du divorce de sa sœur, dont elle portait le poids depuis des mois sans jamais s'en plaindre à Bertrand. Elle se redressa lentement, une main posée sur la commode, et remarqua que le flacon de ses comprimés pour la tension avait changé de place depuis la veille, légèrement décalé vers la droite, comme si quelqu'un l'avait manipulé puis reposé avec soin. Le cocktail d'entreprise commençait à 19h dans les salons du dernier étage, et Bertrand l'avait prié, avec cette politesse tranchante qu'il réservait désormais aux occasions professionnelles, de se montrer présentable et stable, comme si ces 2 mots ensemble ne constituaient pas déjà une accusation. Manon enfila la robe bleu marine qu'elle avait achetée pour l'anniversaire de mariage, qu'il n'avait finalement pas célébré, et descendit à son bras, souriante, saluant les collègues allemands de Bertrand avec cette aisance qu'elle cultivait depuis 20 ans, sans jamais leur dire qu'elle comprenait chaque mot qu'ils échangeaient entre eux. Sa grand-mère de Dresde le lui avait enseigné, patiemment, dans une cuisine qui sentait le pain d'épices, bien avant que Bertrand n'entre dans sa vie, et elle n'avait simplement jamais éprouvé le besoin de le mentionner, cette langue restant un jardin secret plutôt qu'un outil de méfiance. Près du bar, pendant que Bertrand s'éloignait soi-disant pour chercher 2 coupes, elle le vit s'approcher de Karine, la responsable allemande basée à Francfort, et se pencher vers elle avec une intimité qui n'avait rien de professionnel. Manon resta immobile derrière un pilier, son verre à la main, et entendit distinctement la voix de son mari, basse et satisfaite, glisser en allemand des mots qu'il croyait invisibles à tout le monde dans cette salle. Elle a avalé les pilules. Dans 2 jours, tout sera à nous. Karine eut un petit rire nerveux et répondit quelque chose sur la prudence, sur le fait qu'il fallait attendre encore, ne rien précipiter avant la signature. Manon sentit son cœur cogner contre ses côtes, mais son visage, entraîné par des années à masquer ses émotions dans les dîners protocolaires, ne trahit rien. Elle s'avança alors vers eux, sourit avec une douceur presque enfantine, et prononça dans un allemand parfait une phrase de politesse anodine sur la qualité du vin blanc servi ce soir-là. Le visage de Karine se figea instantanément, ses lèvres entr'ouvertes sur une phrase qui ne vint jamais, et Bertrand, pâlissant à son tour, posa sa main sur le bras de Manon avec une fermeté qui n'avait plus rien d'affectueux. « Tu es fatiguée, ma chérie, » dit-il d'une voix forte, tournée vers les collègues qui les observèrent déjà. Elle oublie parfois de prendre ses médicaments à l'heure. C'est plus difficile qu'on ne le pense, ces épisodes. Un silence gêné suivit, quelques regards échangés entre les collègues, et Manon comprit avec une clarté glaciale que cette phrase n'avait pas été improvisée. Elle avait été préparée, répétée peut-être, prête à être utilisée dès le moindre signe de résistance de sa part. Elle ne répondit rien, se contentant de sourire encore, ce sourire qui lui coûtait désormais un effort presque physique, et laissa Bertrand la raccompagner vers l'ascenseur sous les regards apitoyés de ses collègues. De retour dans la chambre, pendant que Bertrand prenait sa douche en sifflotant comme si de rien n'était, Manon s'assit au bord du lit et regarda longuement le flacon de comprimés déplacé. Elle l'ouvrit, compta les pilules restantes, les compara mentalement à ce qu'elle se souvenait avoir pris, et sentit un vertige nouveau, différent de celui du matin, la traverser tout entière. Bertrand avait accès à sa pharmacie personnelle depuis des mois, peut-être depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'imaginait, et elle ignorait encore jusqu'où ce contrôle silencieux avait déjà altéré son corps. Manon referma la porte de la chambre d'hôtel sans un bruit, laissant Bertrand dormir du sommeil tranquille de celui qui croit avoir gagné, et descendit seule dans le hall désert à 5h du matin, son téléphone serré contre elle, comme une arme qu'elle ne savait pas encore comment utiliser. Elle avait passé la nuit à fixer le plafond, rejouant la scène du cocktail dans sa tête, la voix de Bertrand glissant en allemand, le visage de Karine se décomposant,
et elle avait compris, quelque part entre 3 et 4 heures, qu'elle ne pourrait pas se contenter d'accuser. Il lui faudrait des preuves, du temps, et surtout, une patience qu'elle ne se connaissait pas encore. De retour à Lyon 2 jours plus tard, elle reprit ses activités de traductrice freelance avec une régularité étudiée, saluant Bertrand chaque matin d'un baiser sur la joue et d'un sourire qui ne trahissait rien de la stratégie qu'elle bâtissait patiemment. Elle décida de jouer l'ignorance totale, non par faiblesse, mais parce qu'elle avait besoin de temps pour comprendre l'ampleur exacte de ce qui se tramait autour d'elle, et qu'un aveu prématuré ne ferait que précipiter les choses dans une direction qu'elle ne maîtriserait plus. Odette, sa voisine depuis 12 ans, l'accueillit ce matin-là avec le café habituel et remarqua immédiatement la pâleur inhabituelle de Manon, ses mains qui tremblaient légèrement en tenant la tasse. Ancienne infirmière à la retraite, veuve depuis 6 ans, Odette avait cette capacité rare à observer sans juger et posa sa question avec une douceur qui invitait à la confidence plutôt qu'à la défense. « Depuis combien de temps as-tu ces vertiges, ma belle ?» demanda-t-elle en s'installant face à Manon. « 3 semaines, peut-être un peu plus, » répondit Manon après une hésitation. « Et Bertrand le sait ?»« Il dit que j'oublie mes médicaments. » Odette resta silencieuse un long moment, reposa sa tasse avec une lenteur calculée, puis regarda Manon droit dans les yeux avec une gravité qui ne lui ressemblait pas. « Ma belle, ce ne sont pas des symptômes d'oubli. J'ai vu ça pendant 30 ans à l'hôpital. Ce sont des symptômes de sédation. » Ce mot resta suspendu entre elles, plus lourd que tout ce que Manon avait imaginé jusque-là, et elle sentit ses certitudes vaciller davantage encore, non pas parce qu'elle doutait de la parole de son mari, mais parce qu'elle avait désormais la confirmation clinique de ce qu'elle redoutait confusément depuis des jours. Elle décida ce matin-là de commencer à documenter méthodiquement chaque anomalie, chaque flacon déplacé, chaque date suspecte, et confia à Odette un carnet qu'elle tiendrait secrètement chez elle, loin de portée de Bertrand. Les jours suivants apportèrent une découverte plus douloureuse encore que les manipulations physiques. Bertrand avait commencé à distiller auprès d'Élodie, leur fille de 16 ans, des insinuations sur l'instabilité de sa mère, prétendant vouloir la protéger d'une réalité qu'il présentait comme inquiétante. Manon surprit un soir une conversation à travers la porte entr'ouverte de la chambre d'Élodie, où Bertrand évoquait, d'une voix faussement compatissante, des épisodes que maman ne contrôle plus vraiment. Élodie, adolescente déjà fragilisée par les tensions ambiantes qu'elle ne comprenait qu'à moitié, commença à observer sa mère avec une méfiance nouvelle, guettant le moindre geste hésitant, la moindre parole confuse, comme si elle cherchait activement des preuves de ce que son père lui avait suggéré. Manon, consciente de cette surveillance silencieuse, se sentit doublement piégée. Elle devait continuer à paraître fragile devant Bertrand pour ne pas éveiller ses soupçons, tout en essayant désespérément de rassurer sa fille, sans révéler la vérité qui aurait tout expliqué. « Tu es sûre que ça va, maman ?» demanda Élodie un soir, d'une voix hésitante. « Oui, ma chérie. Pourquoi cette question ? Papa dit que tu as des trous de mémoire parfois. Il exagère un peu, tu sais comment il est. » Élodie ne répondit rien, mais son regard, ce soir-là, contenait déjà les prémices d'un éloignement que Manon sentit se creuser sous ses pieds comme une fissure silencieuse. Quelques jours plus tard, en rangeant discrètement les papiers de Bertrand pendant qu'il assistait à une réunion tardive, Manon découvrit une ordonnance établie au nom d'un médecin dont elle n'avait jamais entendu parler, jamais consulté, et dont la signature ne correspondait à aucun praticien de leur entourage habituel. La date de cette ordonnance remontait à plus de 4 mois, bien avant même le voyage à Francfort, preuve que ce plan avait été construit avec une patience et une froideur qui la glacèrent bien plus que la phrase entendue au cocktail. Le samedi suivant, Manon proposa à Élodie une sortie au marché du dimanche, comme elles en avaient l'habitude depuis l'enfance de sa fille, espérant que ce rituel simple suffirait à apaiser la distance qui s'était installée entre elles ces derniers jours. Élodie accepta du bout des lèvres, sans enthousiasme, et pendant tout le trajet en voiture, elle garda les yeux rivés sur son téléphone, répondant par monosyllabes aux tentatives de conversation de sa mère. Manon sentit son cœur se serrer devant cette froideur nouvelle, mais continua de sourire, refusant de laisser transparaître à quel point cette indifférence la blessait plus profondément que tout ce que Bertrand avait pu lui infliger jusque-là. Au retour, alors qu'elles rangeaient les courses ensemble dans un silence pesant, Élodie posa soudain le sac qu'elle tenait et regarda sa mère avec une intensité qui ne lui ressemblait pas. « Papa m'a dit que tu avais menacé de te faire du mal l'année dernière. »« C'est vrai ?» Manon resta figée,
incapable de répondre immédiatement, tant la question la frappait avec une violence inattendue, une accusation si éloignée de la réalité qu'elle en perdait momentanément l'usage de la parole. Elle n'avait jamais prononcé de telles paroles, jamais éprouvé de telles pensées, et comprit en un instant que Bertrand avait construit un récit complet, cohérent, destiné à isoler définitivement Élodie de sa mère en la présentant comme dangereuse pour elle-même. « C'est faux, ma chérie, je ne sais pas pourquoi ton père t'a raconté ça. Il dit que tu ne t'en souviens plus à cause des médicaments. Élodie, écoute-moi. Je veux aller vivre chez tante Sylvie quelque temps. » Ces mots tombèrent comme une sentence, et Manon sentit le sol se dérober sous elle, cette perte qu'elle redoutait confusément depuis des jours, prenant soudain une forme concrète et irréversible. Elle tenta de raisonner sa fille, d'expliquer, de rassurer, mais Élodie, déjà convaincue par des mois d'insinuations patientes, refusa d'entendre quoi que ce soit, montant s'enfermer dans sa chambre pour préparer ses affaires dès le lendemain. Ce soir-là, Bertrand rentra plus tard que d'habitude, avec cette satisfaction contenue de celui qui sait avoir remporté une bataille décisive. Et Manon comprit que cette fracture avec Élodie ne se refermerait pas simplement, qu'il faudrait des mois, peut-être des années, pour reconstruire ce qui venait d'être détruit en quelques phrases calculées. Le lendemain matin, pendant que Bertrand accompagnait Élodie chez sa sœur, Manon reçut un appel inattendu de Cédric, avocat qu'elle connaissait depuis l'enfance et qu'elle n'avait pas contacté depuis des années, simplement pour une question de routine concernant un contrat de traduction qu'elle devait signer. « Tout va bien, Manon? Ta voix semble fatiguée ?» remarqua-t-il après quelques minutes de conversation professionnelle. « Juste une période difficile, rien de grave. Si jamais tu as besoin de parler, mon cabinet n'est pas loin de chez toi. » Elle raccrocha en se demandant si cette conversation anodine ne cachait pas, quelque part, le début d'un soutien dont elle aurait bientôt cruellement besoin. Quelques jours plus tard, en cherchant un document administratif dans le bureau de Bertrand pendant qu'il était absent, Manon tomba sur un relevé bancaire qui ne lui était pas destiné, mentionnant un virement conséquent effectué par Roland, le père de Bertrand, vers un compte qu'elle ne connaissait pas. Le montant, considérable, datait de quelques semaines seulement, et la ligne de description, volontairement vague, ne faisait qu'accentuer ses soupçons plutôt que les apaiser. Elle photographia discrètement le document avec son téléphone, le cœur battant, consciente que Roland, jusqu'alors perçu comme une figure paternelle distante mais inoffensive, semblait désormais impliqué financièrement dans un plan dont elle ne mesurait pas encore toute l'étendue. Cette découverte, ajoutée à la perte d'Élodie et aux mensonges accumulés de Bertrand, acheva de convaincre Manon qu'elle ne pouvait plus se permettre d'attendre passivement. Il lui fallait désormais construire, méthodiquement et sans un faux pas, les preuves qui lui permettraient un jour de reprendre le contrôle de sa propre vie. Manon passa les jours suivants dans un état de vigilance permanente, partagé entre le chagrin sourd de l'absence d'Élodie et la nécessité impérieuse de comprendre l'ampleur exacte du plan qui se refermait sur elle. Elle contacta Cédric à nouveau, cette fois sans prétexte administratif, et lui demanda de la retrouver dans un café discret, loin du quartier où tout le monde la connaissait comme l'épouse de Bertrand. Cédric arriva le premier, s'installa à une table en retrait, et quand Manon le rejoignit, il remarqua immédiatement les cernes qu'elle dissimulait mal sous un maquillage appliqué avec plus de soin que d'habitude. Ils ne s'étaient pas vus depuis presque 15 ans, depuis cette époque où ils partageaient encore les bancs du lycée et des rêves d'avenir qu'ils n'avaient jamais osé formuler l'un envers l'autre, et cette distance temporelle rendait leur retrouvaille à la fois étrange et étrangement rassurante. « Je ne sais pas par où commencer », dit Manon en posant son téléphone sur la table, l'écran affichant la photographie du relevé bancaire. « Commence par le début. J'ai tout mon temps, » répondit Cédric avec une patience qui ne semblait pas feinte. Elle lui raconta tout, depuis la phrase entendue à Francfort jusqu'à la découverte du virement de Roland, en passant par les vertiges inexpliqués, l'ordonnance falsifiée et le départ d'Élodie chez sa tante. Cédric l'écouta sans l'interrompre, prenant quelques notes sur un carnet qu'il gardait toujours dans sa sacoche professionnelle, et quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment, le visage grave. « Ce que tu me décris, Manon, ce n'est pas juste une crise de couple. C'est un plan structuré pour te faire déclarer incapable et transférer le patrimoine avant que tu ne puisses réagir. Tu penses qu'ils veulent me faire interner? Ou obtenir une tutelle? Le faux médecin, les documents, le virement de ton beau-père,
Tout converge vers ça. Ce mot, tutelle, résonna en elle avec une froideur nouvelle, plus terrifiante encore que la phrase entendue au cocktail, parce qu'elle mesurait désormais la dimension légale et irréversible de ce que Bertrand cherchait à accomplir. Cédric lui expliqua posément qu'une procédure de tutelle nécessitait des documents précis, une expertise médicale, et surtout une date de signature devant notaire, ce qui signifiait qu'il leur restait un délai, même court, pour rassembler des preuves suffisamment solides. De retour chez elle ce soir-là, Manon retrouva Odette dans son jardin et lui confia les dernières découvertes, cherchant dans le regard de son amie ce réconfort tranquille qu'elle lui offrait toujours sans grand discours. « J'ai vu Karine entrer chez toi la semaine dernière, pendant que tu étais partie chercher Élodie à l'école, » dit soudain Odette, comme si elle hésitait depuis des jours à partager cette information. « Karine? Ici? Dans la maison ?» Elle est restée près d'une heure. Bertrand l'a raccompagnée jusqu'à sa voiture en la tenant par la taille. Cette révélation confirma ce que Manon redoutait sans se l'avouer complètement. Karine n'était pas seulement une complice professionnelle, mais une présence bien plus intime dans la vie de Bertrand, peut-être même celle qui bénéficierait directement du transfert de patrimoine, une fois la tutelle obtenue. Elle remercia Odette, le cœur lourd mais l'esprit désormais plus clair, et rentra chez elle pour continuer méthodiquement à rassembler chaque preuve, chaque date, chaque incohérence dans le récit que Bertrand construisait autour d'elle depuis des mois. Le lendemain matin, Bertrand l'informa d'un ton faussement anodin, en beurrant ses tartines sans même la regarder, qu'un médecin spécialiste viendrait l'examiner à domicile dans une semaine, un confrère réputé qu'il avait consulté par précaution, disait-il, pour s'assurer que ces épisodes ne s'aggravaient pas. Quel genre de spécialiste, Bertrand? Un neurologue, rien d'inquiétant, juste pour être sûr. Sûr de quoi, exactement? Que tu vas bien, ma chérie. C'est tout ce qui compte pour moi. Manon hocha la tête, feignant une gratitude qu'elle ne ressentait plus depuis longtemps, tout en sachant désormais avec certitude que cette visite programmée constituait la prochaine étape du plan que Cédric venait de lui décrire. Une évaluation orientée, destinée à fournir le rapport médical nécessaire à la procédure de tutelle, et dont la date, fixée dans exactement 7 jours, lui laissait désormais un délai précis et implacable pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Les 7 jours qui séparaient Manon de la visite du prétendu neurologue s'écoulèrent dans une tension permanente, chaque heure rapprochant davantage l'échéance qu'elle redoutait, tout en sachant qu'elle devait continuer à paraître fragile devant Bertrand, sous peine de faire s'effondrer prématurément la stratégie patiente qu'elle construisait avec Cédric. Elle passa ses journées à documenter méthodiquement chaque détail suspect, chaque appel discret de Bertrand dans une pièce fermée, chaque regard qu'il échangeait avec son téléphone, avant de le ranger précipitamment dès qu'elle entrait dans la pièce. Le matin du rendez-vous, un homme d'une 60aine d'années se présenta chez eux avec une mallette de médecin et une carte professionnelle qui semblait authentique au premier regard, mais dont Cédric, contacté discrètement la veille, avait déjà établi qu'elle appartenait à un praticien radié depuis plusieurs années pour manquement grave à la déontologie. Manon, consciente de cette information mais devant feindre l'ignorance totale, accueillit l'homme avec une docilité étudiée, s'installant dans le salon comme une patiente coopérative n'ayant rien à cacher. « Madame, pouvez-vous me dire quel jour nous sommes aujourd'hui » demanda le faux médecin d'une voix doucereuse. « Mardi » répondit Manon après une hésitation calculée, juste assez longue pour paraître incertaine sans éveiller de soupçons sur sa lucidité réelle. « Et vous souvenez-vous de ce qui s'est passé lors du voyage à Francfort ?»« Je me souviens d'un dîner, je crois. Les détails sont un peu flous. » Bertrand, assis à quelques mètres, observait la scène avec une satisfaction qu'il peinait à dissimuler entièrement, notant probablement chaque hésitation de Manon comme une victoire supplémentaire dans la construction de son dossier. Elle devait jouer cette partition avec une précision extrême, paraître assez confuse pour justifier l'inquiétude de son mari, mais jamais assez pour risquer de signer quoi que ce soit d'irréversible ou de compromettre définitivement ses droits parentaux sur Élodie. L'examen dura près d'1 heure, ponctué de questions orientées et de remarques que l'homme notait avec un sérieux clinique fin, avant de conclure, en s'adressant directement à Bertrand comme si Manon n'était plus présente dans la pièce, qu'un suivi plus approfondi serait nécessaire. Une fois le faux médecin parti, Manon se réfugia dans la salle de bain, laissant couler l'eau du robinet pour masquer le tremblement soudain de ses mains, épuisées par l'effort surhumain que cette comédie avait exigé d'elle. Elle appela Cédric depuis son téléphone, la voix encore hachée par l'émotion contenue.
Je ne sais pas combien de temps je vais tenir ce rythme, confia-t-elle. Tu as été parfaite, Manon. On a déjà des éléments solides contre ce médecin, répondit-il. Et Roland? Il ne dit toujours rien. Laisse-lui du temps. Il est plus impliqué qu'il ne le voudrait, je le sens. Ce soir-là, contre toute attente, Roland vint dîner chez eux, comme il le faisait parfois pour maintenir les apparences familiales. Et Manon observa avec une attention redoublée les échanges silencieux entre le père et le fils, cherchant la moindre faille dans cette complicité qu'elle savait désormais construite sur des bases financières troubles. Alors que Bertrand s'absentait un instant pour répondre à un appel, Roland, mal à l'aise, laissa échapper une phrase qu'il ne semblait pas avoir mesurée pleinement. « J'espère que cette histoire de tutelle ne traînera pas trop. Ces virements me pèsent plus que je ne l'aurais cru. » Manon resta figée, le cœur battant, réalisant que Roland venait, sans le vouloir, de confirmer explicitement ce que Cédric et elle soupçonnaient depuis des jours. Il existait bien une procédure de tutelle en préparation, financée par ses propres virements, et cette culpabilité naissante chez le vieil homme constituait peut-être la première fissure véritable dans le camp adverse. Elle ne répondit rien, se contentant d'un sourire évasif, mais nota mentalement chaque mot pour le rapporter à Cédric dès que possible. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rangeait machinalement le courrier resté sur la console de l'entrée, Manon découvrit une enveloppe adressée au notaire de la famille, contenant une convocation dont la date, initialement prévue dans plusieurs semaines, selon ce que Cédric avait pu estimer, avait été avancée à seulement 2 jours, une précipitation qui ne pouvait signifier qu'une chose. Bertrand et Carin, sentant peut-être une menace ou simplement pressés d'en finir, avaient décidé d'accélérer brutalement l'exécution de leur plan. La convocation avancée à 2 jours transforma l'appartement en un espace de tension permanente, où chaque bruit de porte, chaque conversation téléphonique de Bertrand devenait un fragment d'information que Manon s'efforçait de saisir, sans jamais laisser paraître son attention. Elle avait toujours maîtrisé l'allemand avec une aisance que personne dans sa belle famille n'avait jamais soupçonnée, mais depuis le cocktail de Francfort, elle avait appris à en faire un instrument silencieux, une oreille invisible tendue derrière les portes entr'ouvertes et les conversations que Bertrand croyait à l'abri de toute compréhension. Ce mercredi soir, alors qu'elle rangeait le linge dans le couloir, elle entendit Bertrand s'enfermer dans son bureau et composer un numéro, sa voix reprenant cette intonation allemande fluide qu'il réservait exclusivement à Carin. Manon s'approcha sans bruit, posa son panier de linge contre le mur et retint son souffle pour ne perdre aucun mot de cette conversation qu'elle savait décisive. Une fois la tutelle signée, tout ira plus vite que prévu, disait Bertrand d'une voix satisfaite. Le divorce suivra dans les 3 mois, et nous pourrons enfin officialiser les choses entre nous. Karine répondit quelque chose que Manon ne saisit qu'en partie, une phrase sur l'impatience, sur le fait qu'elle attendait ce moment depuis trop longtemps déjà, et Bertrand éclata d'un petit rire complice qui glaça Manon jusqu'aux os. Elle comprit alors, avec une clarté nouvelle et brutale, que cette histoire ne se limitait pas à un simple transfert de patrimoine. Karine comptait bel et bien épouser Bertrand une fois la tutelle obtenue et le divorce prononcé, et cette perspective donnait à toute la manœuvre une dimension plus intime, plus cruelle encore que celle d'une simple avidité financière. Elle recula silencieusement, regagna la cuisine, et resta un long moment immobile devant l'évier, les mains posées sur le rebord froid, tentant de digérer cette nouvelle couche de trahison qui venait s'ajouter à toutes les autres. Elle appela Cédric depuis la chambre d'amis, refermant soigneusement la porte derrière elle. « Il compte se marier, Cédric, une fois la tutelle et le divorce prononcés. Ça ne change pas grand-chose légalement, mais ça confirme le mobile devant un juge, » répondit-il d'une voix posée. « Continue à tout noter, chaque détail compte désormais. » Le lendemain, alors qu'elle rendait visite à Élodie chez sa tante Sylvie, Manon remarqua un changement subtil dans l'attitude de sa fille, une hésitation nouvelle dans son regard qui n'existait pas les jours précédents. Élodie, occupée à ranger ses affaires dans la chambre d'amis, s'arrêta soudain et regarda sa mère avec une expression que Manon ne sut d'abord pas interpréter. « Papa m'a dit que le médecin venu à la maison était un spécialiste réputé, » commença Élodie d'une voix hésitante. « Mais j'ai cherché son nom sur Internet et je n'ai rien trouvé. Rien du tout. » Manon sentit son cœur s'accélérer, consciente que sa fille venait, seule, de repérer la première incohérence dans le récit patiemment construit par Bertrand, sans qu'elle n'ait eu besoin de rien suggérer elle-même. C'est étrange, en effet.
répondit Manon prudemment, refusant de forcer la confidence. Papa dit toujours des choses qui ne collent pas ces derniers temps, ajouta Élodie, les yeux baissés vers ses mains. Je ne sais plus quoi croire. Tu n'es pas obligée de tout croire tout de suite, ma chérie. Prends ton temps. Cette réponse mesurée, loin de la précipitation qu'elle aurait pu ressentir après des semaines de silence entre elles, sembla apaiser légèrement Élodie, qui esquissa un premier sourire timide depuis son départ précipité. Manon repartit ce soir-là avec un sentiment nouveau, fragile mais réel, celui d'une fissure enfin apparue dans la muraille de méfiance que Bertrand avait patiemment érigée entre elles. De retour chez elle, épuisée mais l'esprit en ébullition, Manon reçut un message inattendu de Roland, bref et énigmatique. « Il faut qu'on parle, seul à seul, sans Bertrand. Demain, si possible. » Elle relut ce message plusieurs fois, cherchant à en deviner le ton, l'intention, se demandant si le vieil homme, rongé par la culpabilité qu'elle avait perçue lors du dîner précédent, s'apprêtait enfin à basculer véritablement de son côté, ou si cette invitation cachait un piège supplémentaire dans une histoire où elle avait appris à ne plus faire confiance à personne sans preuve tangible. Roland proposa de la retrouver dans un petit café en périphérie de Lyon, loin de tout regard familier, et Manon arriva la première, s'installant à une table près de la fenêtre avec cette sensation étrange de marcher vers une vérité qu'elle redoutait autant qu'elle l'espérait. Quand il entra, elle remarqua immédiatement à quel point il avait vieilli ces dernières semaines, les traits creusés, les épaules voûtées d'un homme que la culpabilité semblait ronger de l'intérieur bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il en s'asseyant lourdement face à elle, évitant son regard. « Commencez par le virement, Roland. Celui que j'ai trouvé sur le relevé de Bertrand. Bertrand m'a dit que c'était pour éponger des dettes professionnelles. Je n'ai jamais imaginé que ça servirait à ça. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots, et Manon sentit, malgré toute la colère accumulée envers cette famille, une pointe de compassion sincère pour ce vieil homme qui semblait découvrir, avec un temps de retard désastreux, l'ampleur réelle de ce dans quoi il avait été entraîné. Roland lui expliqua, d'une voix hachée par l'émotion, que Bertrand l'avait convaincu, des mois plus tôt, que Manon traversait une crise psychologique grave, que la tutelle serait un acte de protection et non de spoliation, et que lui, aveuglé par l'amour paternel et la confiance aveugle qu'il accordait à son fils depuis toujours, n'avait jamais cherché à vérifier ses affirmations. « J'ai vu Élodie, la semaine dernière, » continua-t-il. « Elle m'a posé des questions sur le médecin. J'ai commencé à comprendre que quelque chose ne collait pas. »« Et maintenant ?» demanda Manon, la gorge serrée. « Maintenant, je veux réparer ce que je peux. J'ai gardé une copie de tous les documents que Bertrand m'a fait signer. Je les donnerai à votre avocat. » Il sortit de sa sacoche une enveloppe épaisse, la posa sur la table entre eux avec une lenteur presque cérémonielle, et Manon sentit ses mains trembler en la saisissant, consciente que ce geste représentait peut-être le tournant décisif qu'elle attendait depuis des semaines. Elle le remercia sincèrement, sans chercher à masquer l'émotion qui montait en elle, et le regarda partir avec cette démarche lourde des hommes qui portent soudain le poids de leurs propres aveuglements. De retour chez elle ce soir-là, seule dans la maison silencieuse, Manon s'effondra pour la première fois depuis le début de cette épreuve, assise sur le sol de la cuisine, les genoux ramenés contre elle, incapable de retenir plus longtemps les larmes accumulées depuis des semaines de tension permanente. Elle pensa à Élodie, à cette distance qu'elle ne savait pas encore combler complètement, à ces mois de comédie épuisante devant Bertrand, à cette date de signature qui approchait dangereusement sans qu'elle sache avec certitude si les preuves rassemblées suffiraient réellement à tout renverser. Elle appela Cédric, la voix brisée par les sanglots qu'elle ne parvenait plus à contenir. « Je ne sais pas si j'y arriverai, Cédric. Et si tout ça ne suffisait pas? Et si je perdais Élodie pour de bon ?» Il resta silencieux un instant, puis répondit d'une voix grave et posée qui parvint, malgré tout, à apaiser légèrement la panique qui montait en elle. « Manon, tu as tenu bon pendant des semaines dans des conditions que peu de gens auraient me supporter. Les documents de Roland changent tout. On va y arriver. » Il proposa de venir immédiatement, et malgré son épuisement, elle accepta, incapable de rester seule une minute de plus avec ses doutes. Quand il arriva, il ne dit presque rien, s'assit simplement à côté d'elle sur le canapé, et resta là, présence silencieuse et rassurante, pendant qu'elle retrouvait peu à peu son calme. À un moment,
alors que sa main effleurait la sienne presque involontairement, elle sentit un élan irrépressible de se rapprocher de lui, de chercher dans ses bras un réconfort dont elle avait désespérément besoin. Cédric, percevant ce mouvement, recula doucement, sans brusquerie, gardant une distance respectueuse malgré l'évidente tension qui existait entre eux depuis leur retrouvaille. « Pas maintenant, Manon, pas dans ces conditions. Tu mérites que ce soit clair entre nous, pas précipité par la peur. » Elle hocha la tête, touchée par cette délicatesse inattendue, et comprit que cette retenue, loin d'être un rejet, constituait au contraire la preuve la plus sincère du respect qu'il lui portait. Le lendemain matin, un message de Cédric l'informa d'une nouvelle qui accéléra brutalement le rythme des événements. La date de la signature devant notaire, déjà avancée une première fois, venait d'être fixée définitivement dans 2 jours seulement, laissant à peine le temps nécessaire pour tout préparer avant l'affrontement final. Le jour de la signature arriva avec une clarté froide, ce genre de lumière d'automne qui tombe sans chaleur sur les rues, et Manon se prépara avec un calme qui la surprit elle-même, comme si les semaines de tension accumulées s'étaient soudain cristallisées en une détermination inébranlable. Cédric l'accompagna jusqu'à l'étude notariale, lui rappelant une dernière fois, dans la voiture, que les documents de Roland suffisaient légalement à faire suspendre la procédure, mais que le reste, la vérité dite à voix haute devant tous, ne dépendrait que d'elle. Dans la salle d'attente feutrée de l'étude, Bertrand et Karen arrivèrent ensemble, affichant une assurance tranquille qui vacilla imperceptiblement en apercevant Cédric aux côtés de Manon. Roland, déjà présent, évitait le regard de son fils, les mains crispées sur ses genoux, et Élodie, que Manon avait insisté pour faire venir malgré les réticences de Bertrand, se tenait un peu à l'écart, observant la scène avec une gravité inhabituelle pour ses 16 ans. Le notaire, un homme d'une 60aine d'années à la voix posée, invita tout le monde à s'asseoir et commença à énumérer les termes de la procédure de tutelle, énonçant les conclusions du rapport médical avec une neutralité professionnelle qui ne laissait rien deviner de ce qui allait suivre. Manon attendit, silencieuse, que le moment soit venu, puis leva la main avec une autorité tranquille qui surprit toute l'assemblée. « Avant de continuer, maître, j'aimerais poser une question à Carin. En allemand, si vous permettez. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce, Bertrand se redressant brusquement sur sa chaise, le visage soudain livide. Manon se tourna alors vers Karine et prononça, dans un allemand d'une fluidité absolue qui ne laissait plus aucun doute possible, la phrase exacte qu'elle avait entendue au cocktail de Francfort, mot pour mot, avant de traduire elle-même à voix haute pour l'assemblée médusée. Il a dit « Elle a avalé les pilules. Dans 2 jours, tout sera à nous. » Je l'ai compris ce soir-là, Karen. J'ai tout compris, depuis le premier instant. Karine blêmit instantanément, incapable de répondre, tandis que Bertrand, dans un réflexe de panique pure, tenta de minimiser, bredouillant des explications incohérentes sur un malentendu, une plaisanterie mal interprétée. Mais Roland, se levant lentement de sa chaise, mit fin à toute tentative de dénégation d'une voix ferme qui tremblait à peine. « Je confirme chaque mot, maître. J'ai les documents ici. Les virements, les ordonnances falsifiées, le faux médecin que mon fils a engagé. » Il déposa l'enveloppe sur le bureau du notaire, qui l'ouvrit avec une gravité nouvelle, parcourant rapidement les documents tandis qu'un silence pesant s'installait dans la pièce. Le notaire releva la tête, son visage désormais empreint d'une froideur professionnelle sans appel. Au vu de ces éléments, je suspends immédiatement toute procédure de signature. Ces documents seront transmis aux autorités compétentes. Karine, dans un état de panique visible, saisit précipitamment son téléphone et sortit dans le couloir, sa voix paniquée filtrant à travers la porte entr'ouverte alors qu'elle tentait d'alerter, en vain, sa direction à Francfort d'une situation qui venait déjà d'échapper à tout contrôle. Bertrand, resté seul face à l'assemblée, tenta une dernière fois de se tourner vers Élodie, cherchant dans son regard un soutien qu'il ne trouva plus. « Élodie, ma chérie, tu sais que tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger, n'est-ce pas ?» Élodie, le visage baigné de larmes silencieuses, recula d'un pas, secouant la tête avec une lenteur qui disait tout le poids de sa désillusion. « Tu m'as menti pendant des mois, papa. Sur maman, surtout. » Bertrand resta sans voix, son récit patiemment construit s'effondrant définitivement sous le poids des preuves et du regard brisé de sa fille. Manon, debout au milieu de cette scène qu'elle avait attendue et redoutée à la fois, sentit une vague de soulagement mêlée d'épuisement la traverser tout entière, consciente que cette confrontation,
aussi violente fût-elle, marquait enfin le début d'une reconstruction possible. Élodie se tourna alors vers elle, les yeux encore remplis de larmes, et fit quelque chose qu'elle n'avait plus fait depuis des mois. Elle s'approcha de sa mère et posa doucement sa tête contre son épaule, cherchant dans ce geste simple un réconfort qu'elle avait cru perdu à jamais. 6 mois avaient ne passé depuis cette matinée glaciale dans l'étude notariale, et le jardin d'Odette, en cette fin d'après-midi de printemps, baignait dans une lumière dorée qui filtrait à travers les branches encore chargées des dernières fleurs de cerisier. Manon était assise sur le banc de bois usé par les saisons, une tasse de thé refroidissant entre ses mains, observant Élodie qui, un peu plus loin, aidait Odette à tailler les rosiers avec une concentration appliquée qui n'appartenait qu'au geste du quotidien retrouvé. La procédure judiciaire contre Bertrand et Carin suivait son cours, lente et méthodique, portée par les preuves rassemblées et par le témoignage courageux de Roland, qui avait depuis entamé les démarches nécessaires pour restituer à Manon la part du patrimoine familial qui lui revenait légitimement. Bertrand, suspendu de ses fonctions le temps de l'enquête, vivait désormais seul dans un appartement loué à l'autre bout de la ville, tandis que Karine avait été rapatriée précipitamment par son entreprise à Francfort, sa carrière européenne s'effondrant aussi brutalement qu'elle avait tenté de construire son avenir sur les ruines d'un mariage qui n'était pas le sien. Élodie, elle, était revenue vivre chez sa mère progressivement, d'abord quelques week-ends hésitants, puis des semaines entières, sans qu'aucune conversation formelle n'ait jamais scellé ce retour. Manon avait appris, ces derniers mois, à ne plus chercher les mots qui répareraient tout d'un coup, se contentant plutôt de préparer le café du matin, de laisser la porte de la chambre d'Élodie légèrement entr'ouverte le soir, de petits gestes silencieux qui, jour après jour, recousaient patiemment ce que des mois de mensonges avaient déchiré. Le vent se leva doucement, faisant frissonner les feuilles au-dessus d'elle, et Manon ferma les yeux un instant, laissant le soleil réchauffer son visage, sentant pour la première fois depuis des mois une forme de paix véritable s'installer en elle. Non pas l'absence de blessures, mais la capacité retrouvée de respirer sans la peur constante qui l'avait habitée si longtemps. Cédric arriva peu après, comme il le faisait souvent désormais en fin de journée, portant un panier de pain frais qu'il déposa sur la table de jardin avant de s'asseoir près de Manon sans un mot. Leur relation avait grandi lentement, sans précipitation, respectant ce rythme fragile que la reconstruction d'Élodie exigeait, et cette patience partagée avait fini par tisser entre eux une complicité plus solide que n'importe quelle déclaration hâtive n'aurait pu créer. Élodie leva les yeux de son rosier et sourit en apercevant Cédric, un sourire simple et sincère qui n'existait plus dans leur maison depuis des mois avant cette crise, puis retourna à sa tâche en fredonnant doucement un air que Manon ne reconnut pas. Odette, s'essuyant les mains sur son tablier, vint s'asseoir de l'autre côté de Manon, observant la scène avec cette satisfaction discrète des personnes qui ont accompagné silencieusement une reconstruction depuis ses tout premiers instants. Le soleil commençait à décliner derrière les toits du quartier, projetant de longues ombres dorées sur l'herbe encore humide de la rosée du matin, et Manon sentit la main de Cédric se poser doucement sur la sienne, sans urgence, sans attente précise, simplement présente. Elle ne se retira pas, laissant ce contact simple exister entre eux comme une promesse silencieuse de tout ce qui pourrait encore venir, à leur rythme, sans jamais forcer le temps. Elle repensa, l'espace d'un instant, à cette soirée à Francfort où tout avait basculé, à cette phrase entendue dans une langue que personne ne croyait qu'elle comprenait, et un murmure lui échappa, presque inaudible, une phrase en allemand que sa grand-mère lui avait apprise il y a longtemps, prononcée cette fois non pour tester ou déjouer quiconque, mais simplement pour elle-même, comme un fil invisible reliant son passé à cette paix nouvellement retrouvée. Autour d'elle, le jardin d'Odette bruissait doucement dans la brise du soir, et pour la première fois depuis des mois, Manon ne guettait plus le moindre danger caché derrière le silence. Le vent continuait de bruisser doucement dans le jardin d'Odette, et Manon, pour la première fois depuis des mois, ne guettait plus le moindre danger caché derrière le silence. Elle avait appris, au prix de la patience et du courage, que la vérité finit toujours par se dire, même dans une langue qu'on croyait ignorer. Elle n'avait pas seulement survécu, elle s'était reconstruite, plus forte et plus libre, entourée de ceux qui avaient su voir sa vraie valeur. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Manon? Dites-le-moi en commentaire. Merci d'avoir suivi son histoire jusqu'au bout, et à très vite pour une nouvelle histoire.